deuxième séquence consacrée aux vœux du réseau A+, par le Corona+. Donc on va accueillir tout de suite Pascal Goubet, président de Réseau A+. Bonjour Bonjour. Pascal. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'ai déjà entendu des bons vœux juste avant. Aujourd'hui, c'est les vœux, puisque c'est le mois de janvier, tout le monde fait ses vœux. Donc là, ce sont des vœux concernant l'association Réseau A+. Donc il faut un peu reprendre un peu l'actualité de Réseau A+, qui sont une association qui fédère des acteurs concernant d'origine la pollution du bâtiment et plus particulièrement concernant l'amiante. Donc nous sommes une chaîne d'acteurs qui permet de parler. Ce qui est très important, c'est de parler entre les acteurs pour qu'on puisse voir les différents problématiques, de voir les solutions concernant cette pollution, ces pollutions du bâtiment dont Réseau A+ participe activement concernant de résoudre des solutions. Bon. Alors cette année, disons l'année dernière, nous avons participé à une mission qui s'appelle Corona+. C'est une expérience concernant la maîtrise collective du risque amiante dont nous avons pu concevoir le corpus pédagogique d'un projet qu'on nous a demandé, le Corona Archi, dont le Conseil national de l'ordre des architectes nous a demandé de faire une mission au niveau des architectes de la reprise des chantiers de bâtiments sans risque sanitaire et en même temps sans risque biologique concernant l'amiante. Alors pourquoi? Parce que nous sommes des spécialistes dans nos différents domaines de l'amiante concernant les confinements, tout ce qui est risque pathologique, biologique au niveau de l'amiante qui pouvait s'adapter concernant le risque sanitaire. Et nous avons pu développer des outils qui permettaient, et en même temps une formation très spécifique au niveau des architectes concernant cette possibilité de reprendre passivement et activement les chantiers sans avoir les différents types de risques sanitaires et en même temps ces risques biologiques qui sont l'amiante, le plomb et d'autres polluants dont la silice particulière, nouveau polluant cancérigène décrété pour l'année 2021. On peut peut-être mettre, Quentin, oui, on peut peut-être, Quentin, mettre à l'affiche le site Corona+, qu'on puisse montrer un petit peu, on rappelle, ce serait bien. Je pense qu'il est en préparation. Et voilà, Monsieur le Président, je vous laisse continuer. Voilà. Alors, concernant les vœux de 2022, Réseau A+, essaye de tirer les bilans concernant toutes les expérimentations technologiques et des errements en matière de la maîtrise des risques sanitaires. Nous pouvons voir certaines pistes concernant les différentes solutions. On parle des masques, des gestes barrières. Alors concernant les masques, il y a différents types de masques, les masques sanitaires, les masques de type FPP2, mais alors là, l'FPP2, on a d'autres problématiques qu'on verra prochainement concernant c'est un masque réglementaire au niveau du code du travail, donc avec certaines spécificités concernant la capacité de pouvoir utiliser ce type de masque. Donc nous faisons quoi? Nous faisons un appel à fonder un conseil sanitaire technique et indépendant pour assurer les missions d'avis sur des solutions, parce que nous sommes les spécialistes de ce type de solutions, des dispositifs, des procédures techniques en cas de nouvelle alerte syndémique concernant cette crise sanitaire. Donc là, ce sont des projets. Nous sommes capables de le faire. Nous avons différents
personnes dans nos adhérents qui peuvent trouver des solutions techniques, des solutions très spécifiques concernant les différentes mesures que nous pouvons adapter concernant notre métier de la pollution du bâtiment sur le risque sanitaire. Bon, voilà. Donc voilà un peu nos vœux au niveau de Réseau A+, car aujourd'hui nous réfléchissons à différentes possibilités et en même temps des possibilités techniques et en même temps de formation possibles pour qu'on puisse avancer dans la résolution de tous ces problèmes. Merci Pascal. Peut-être que Jean-Michel Chapelot qui doit intervenir sur la séquence d'après est peut-être déjà dispo pour qu'on puisse faire un petit échange à trois sur justement les EPI. Là, Jean-Michel. Donc Pascal le rappelait le Bonjour. Problème de voilà. Tu auras l'occasion de te représenter juste après, mais je voulais, comme tu étais là, effectivement pouvoir dire en tant que formateur et aussi de formation chimiste, hein, donc c'est intéressant aussi d'avoir ça, de pouvoir dire est-ce que du coup le FFP2 pour la population générale, est-ce que c'est raisonnable? Pour la population générale. Oui, c'est ce qui est appelé aujourd'hui. On dit on jette les masques chirurgicaux, c'est pas suffisant, on va monter encore d'un cran parce que le virus est encore plus contaminant, donc on va mettre des FFP2 pour la population générale. On entend ça aujourd'hui. Est-ce que c'est raisonnable? Le FFP2 est là. Oui, le FFP2 est là à partir du moment où on a des virus en suspension dans l'air, une concentration suffisante pour rendre quelqu'un malade. Je pense que c'est pas des situations population générale, hein, puisque la population générale, je pense que il est démontré que le virus se transmet surtout par les gouttelettes, par projection. Alors, on pourrait imaginer une population, je ne sais pas si on peut appeler ça une population générale, très condensée, qui est très concentrée dans un local mal ventilé, où on pourrait avoir une concentration de virus dans l'air suffisante pour que le FFP3 soit nécessaire. Je crois que c'est plutôt réservé aux soignants qui sont directement en contact avec des sources identifiées SARS-CoV-2 et qui, eux, effectivement, pour se protéger eux-mêmes, sont équipés de FFP2. Maintenant, je sais pas, effectivement, il y a des pays qui l'imposent. En Allemagne, il faut le FFP2. Voilà. Quand on prend le transport en commun, etc. Ouais. En France, c'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il y a certainement une controverse scientifique. J'ai pas les compétences pour trancher là-dessus. La question que je posais, c'est que Pascal l'a introduit, c'est qu'on a nous nos spécialités étant quand même dans le cadre bâti et donc dans le monde du travail aussi. Et donc on voit bien que dans le monde du travail, mettre un masque, donc c'est un APR, donc un appareil de protection respiratoire, dans le cadre des EPI, des équipements de protection individuelle. Or, on a besoin dans ces cas-là que de savoir si la personne qui porte le masque, alors je parle de la population générale, mais on va dire le travailleur passif, hein, et non pas actif dans l'amiante, mais passif, pourrait penser avoir un masque pour se protéger. Ceci dit, on sait bien que dès le départ, on a attiré l'attention sur les FFP2 sans soupape, puisque masque avec soupape de type FFP2 ou FFP3 ne sont pas du tout conseillés, c'est même interdit, d'accord, dans les premières recommandations, on interdit d'avoir des masques à soupape, même s'ils sont d'un degré supérieur en termes donc de protection de la personne, mais du coup pour la protection des autres, la soupape, elle rend du coup le dispositif inefficace, notamment en termes de gouttelettes, puisqu'on sait que par la soupape, on peut avoir du coup du rejet de gouttelettes, surtout en plus si on porte un masque bien au-delà des recommandations du fabricant, puisqu'on peut porter des masques aujourd'hui ou le même masque pendant toute la journée, voire plusieurs journées d'affilée en le mettant dans sa poche en le ressortant. Personne ne va contrôler la date de péremption d'un masque. Hein. Donc on voit bien que la population générale sans formation, alors que dans le monde du travail, il y a quand même une formation et des responsabilités de l'employeur qui doit distribuer les masques à ses salariés, à ses employés. Là, on inverse un petit peu la charge et on dit, bon voilà, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale va envoyer des FFP2 aux enseignants, pourquoi pas, ou bien le ministère, je sais pas, de l'agriculture va envoyer ça aux personnes qui sont sur les marchés, hein, je sais pas, pourquoi pas. Or, le fait même de porter un FFP2, on le voit bien aussi, on le voit sur les chantiers. Dès qu'on a des personnes avec barbe ou grosse moustache ou voilà, on a une interdiction de porter par le code du travail. Enfin, on sait bien que porter un masque de ce type-là pour se préserver de fines particules à respirer, dès qu'on a effectivement une barbe, ça sert à rien. Donc, on aura cette ambiguïté là aussi. Hein. Alors justement, il faut voir aussi si ce sont des travailleurs, ils sont soumis au code du travail. Et au niveau du code du travail, pour porter un APR sur un
un appareil de protection respiratoire, il faut avoir un avis médical parce que tout le monde ne peut pas porter ce type de masque pour des problèmes d'essoufflement. Dernièrement, j'ai vu une scientifique à la télévision qui avait un FPP2, elle arrivait très difficilement à respirer. On voyait qu'elle s'essoufflait même au niveau de sa réflexion. Donc aujourd'hui, il faut quand même un avis médical pour porter ce type de masque. Et en plus, comme on parlait, des gens barbus ou différemment, il y a plus aucune protection. Donc aujourd'hui, imposer un APR qui est différent d'un masque sanitaire, dans une population plus globale ou même dans une population plus professionnelle, ça peut jouer une problématique ou remettre en question peut-être des avis médicaux au niveau de la médecine du travail. D'où l'intérêt du médecin du travail qui, donc, on exclut Jean-Michel Wendling, avec qui on va reprendre, parce qu'il est pour des raisons médicales, mais je vous rassure, c'est pas la Covid, pour des raisons médicales, il ne peut pas être là avec nous, mais dans la mesure aussi, on voulait aborder avec lui le protocole sanitaire Code du travail pour les travailleurs, qui est vraiment notre domaine d'intervention, dans la mesure où ce protocole n'est pas encore paru puisque la loi n'est pas encore promulguée, donc du coup les décrets non plus. On attendra de pouvoir avoir suffisamment de nouveaux arguments pour essayer de comprendre les modifications qu'il peut y avoir en termes de protection, d'obligation vaccinale, mais y compris, pourquoi pas, d'amélioration à ce moment-là de dispositifs comme le port de la visière, qui est toujours mis entre parenthèses et uniquement réservé dans les ateliers dès lors où on a très peu de personnes dans l'atelier. La visière que avait défendu aussi en son temps Jean-Michel Wendling, et surtout en terminant par l'hygiène des mains. Et donc, si on peut mettre la régie, si on peut mettre effectivement le point sur l'article qu'on a consacré à la tribune qu'on a proposé à Jean-Michel Wendling sur le document vidéo où il explique la question de la contamination, donc par contamination aussi bien manuelle, mais y compris pour le fait de manger. Donc si on peut avoir cet article-là. Alors cet article-là est sur donc le site de Média Plus, à la tribune, on le retrouvera dans la tribune de Jean-Michel Wendling, et c'est cette fameuse vidéo qui a provoqué du coup son exclusion pendant 15 jours, 3 semaines du réseau LinkedIn, puisque effectivement il a quand même posé quelques questions sur la fiabilité de certaines affirmations scientifiques et simplement sur la contamination principale étendue par les aérosols, ce qu'il remet en question bien entendu avec d'autres dans cette vidéo. Donc cette vidéo est toujours sur le site de Média Plus et vous pourrez la retrouver et en préliminaire de ce nouveau magazine qu'on consacrera donc à Jean-Michel Wendling et à la médecine du travail, que d'autres médecins du travail commencent à réagir sur les conséquences des différents dispositifs, notamment le port des EPI et le port des APR dans la population, les travailleurs généraux, en dehors des gens qui travaillent soit dans le médical, soit dans la pollution des bâtiments.